Nous sommes le mercredi 6 février 2019 sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, une pensée pour les populations de Boya qui vivent donc dès ce mercredi leur troisième jour de ville morte sans activité puisque les Zamba Boys ont proclamé là-bas 10 jours donc de ville morte jusqu'au 14 février. Et donc on voit très bien que ça paralyse cette ville de Boya et les populations sont terrées chez elles. La peur au ventre puisque prise entre deux feux, le feu des Zamba Boys et l'armée du Cameroun. Donc c'est très difficile pour ceux et celles qui vivent là-bas. Ils nous le font savoir, elles nous le font savoir. Donc on leur dit beaucoup de courage encore ce matin parce que c'est pas facile. On vous l'a dit et Achille Bembe l'a toujours dit, cette sale guerre n'a que trop duré et les dégâts collatéraux et tout ce que cela peut avoir comme conséquence sur l'économie camerounaise sont donc nombreux. Ces dégâts-là, on va simplement donc apporter beaucoup de force à ces populations de Boya dans la région du sud-ouest du Cameroun. On évoque aussi ce matin, madame, monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui a donc désormais résidence en Belgique, à Bruxelles, d'où il est depuis hier soir, après avoir transité dans une petite bourgade près de Rotterdam aux Pays-Bas. L'ancien président qui est, comme vous le savez, libéré sous caution, lui qui a été acquitté le 15 janvier dernier. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à l'administration camerounaise. Fort est de constater encore ce jour qu'on retrouve les traits de la colonisation dans la rédaction et le remplissage de certains formulaires administratifs. Je suis surpris de voir que lors de l'identification, on demande encore nom et prénom, fils de, profession, et on met de coutume, Bamileke, de région. Ok, mais attention, mais ça n'existe pas. C'est quand même de coutume. C'est quand même un scandale, hein? C'est un vrai scandale si on continue à perpétrer ce type de pratique. L'identification, monsieur Eric Fopoussi, on met deux coutumes. On met deux coutumes. J'aimerais bien que la caméra regarde. En tout cas, on peut zoomer pour se rendre compte. Il faut zoomer. On met deux coutumes. Oui, d'accord, allez-y. Oui. Voilà, vous pouvez regarder là. On met deux coutumes. On va préserver l'identité parce que c'est un document qui date d'à peine quelques mois. On met deux coutumes. Vous voyez, Bamileke. Des religions. On met encore des religions chrétiennes. Mais monsieur Eric Fopoussi, nous avons évolué. Est-ce qu'on doit encore conserver ce type de document? L'administration camerounaise doit encore conserver ce type de document où, lorsque vous venez remplir, on demande de coutume. Ça veut dire quoi, monsieur Eric Fopoussi? De coutume. Voilà, donc c'est un scandale, on ne peut pas continuer comme ça. Merci Chalamel pour ce coup de gueule qui est utile pour que nous nous affranchissions de ces habitudes moroses et morbides héritées de la colonisation. D'accord, donc Chalamel, on va vous retrouver tout à l'heure à 10h30, votre colère qui évidemment va porter sur un sujet, vous aurez l'occasion d'ailleurs de nous en parler tout à l'heure. Alors sur le plateau également ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous avez commencé avec des encouragements pour les populations de Boya. Moi également, avec beaucoup de tristesse que je m'engage dans la région de la Damawa, où déjà depuis 2018, 100 personnes sont enlevées. Entre 2015 et 2018, près de 800 millions de rançons payées. Les populations de ce côté, beaucoup plus les éleveurs, se plaignent de l'insécurité totale dans cette partie du pays. On a quand même le ministre de l'administration territoriale qui fait une descente pour prendre le pouls dans cette partie du pays. Eric Fopoussi, où les populations ne se sentent plus à l'aise, justement, où le bétail est enlevé, égorgé et puis enlevé. C'est terrible. On n'arrive plus à vivre là-bas, dans la Damawa. On en parle encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et également, on fera un tour à Babadjou, Eric Fopoussi, pour encore constater des faits plutôt tristes. D'accord. Donc, cette région de la Damawa, une région qui est donc aujourd'hui sous le coup de ces nombreuses prises d'otages, et on va dire que cette question est en train d'être résolue par les pouvoirs publics qui ont annoncé tout récemment d'ailleurs un plan spécial. Le président Boblia
On en a d'ailleurs parlé tout récemment. Donc on espère que les choses vont se mettre en place et que solutions seront apportées à ces problèmes. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Deux choses. La première, Charles Hamel, tout cela répond au décret 57/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun. Notre État est né sur la base d'un décret français. C'était signé du chef de gouvernement Guy Mollet. Non, nous y sommes encore. De coutume. Oui, absolument. Et l'article 2 de ce décret dit le jour où les choses ne peuvent changer que le jour où les Camerounais vont se réunir pour décider autrement. De 57 à aujourd'hui, nous ne nous sommes pas encore rencontrés pour savoir. Et c'est sur cette base que va la deuxième chose qui pourrait alléger cela. Aujourd'hui, le ministre en charge de la décentralisation et du développement local ouvre les travaux au palais des congrès pour sortir de l'enlisement de processus de décentralisation entamé depuis une dizaine d'années, au moins sur la base des textes qu'il écrit. Donc, il a bien dit l'enlisement. Comment sortir de l'enlisement? Est-ce que l'état civil sera renvoyé au niveau de collectivités territoriales décentralisées? Est-ce que les morts enregistrés seront automatiquement enregistrés pour qu'à la fin de l'année, on sache quand même combien de citoyens sont morts? Est-ce que les mairies auront la possibilité de parler de la santé, de l'adduction d'eau, de politique de l'éducation, si ce n'est l'éducation de base de leur localité? Le ministère dit que lui-même ne sait pas encore et c'est compliqué d'y parvenir. Le ministre Georges Elanga Oba, ministre de la décentralisation et du développement local, qui donc là encore étale un aveu d'impuissance face à ce processus qui devait normalement être accéléré, mais qui s'enlise au final, parce que comme vous le savez, les goulots d'étranglement sont encore nombreux. Le pouvoir central de Yaoundé tient encore à conserver de nombreux pouvoirs, hein, et vous savez que en question de pouvoir, c'est pas toujours facile de lâcher un peu de laisse pour permettre donc à ces collectivités territoriales décentralisées telles que consacrées par la Constitution de 96 et les lois d'orientation de 2004 de se mouvoir comme on le souhaiterait. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Tendance Cugne est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je veux saluer toutes les femmes qui se mettent corps et âme pour l'avenir de leurs enfants. Ma Sabi, maman, laisse. Il y a une femme qui souffre au quartier Père Bombo. C'est hier que j'ai constaté que la femme là souffre vraiment. C'est ma voisine. Il pense que son mari n'y est pour rien. Non, 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 non. Son mari, donc ça n'intéresse, ça ne concerne même pas son mari. C'est cette fois-ci au moins. Voilà. Ma première fois, bref, avant je n'entrais pas chez elle. Mais hier, je suis allée là-bas demander le tamis. Parce que la souris a rongé mon tamis. Oui. La souris mange même après usage, il faut le lui rendre. Non, j'ai remis tout hier là. Voilà, parce que si ça reste chez toi, la souris peut encore... peut pas encore venir ronger. Qu'elle veut parler, on va dire qu'à nos jours, si au 21e siècle, tu demandes le tamis, je demande. Qu'on n'a pas, on demande. C'est la vie communautaire, on demande. Je suis allée demander le tamis chez elle hier. Arrivé, j'ai vu. Parce que si elle n'avait pas vu, elle ne devait pas venir parler de ça aujourd'hui. C'est une femme qui... Elle a 4 enfants, mais... ce qu'elle vit en temps normal, je ne pense pas que toutes les femmes vivent ça. C'est pourquoi je veux savoir comment certaines femmes font avec leurs enfants. Et elle n'a pas assez de moyens. Non, bref, elle a aussi un peu, mais il y a un mais dedans. Le mais qu'il y a dedans, c'est que quoi? Ces 4 enfants sont compliqués. Compliqués domaine repas, dont les enfants qui dictent leurs lois. Ah, je pensais qu'ils voyaient la nuit. Non, pas les enfants, ce pas les enfants de 2 pays là, non. D'accord. Hier, elle avait fait le foufou, le couscous de manioc, pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai trouvée à la cuisine, elle voulait faire la sauce gombo. Elle avait au moins, il y avait la sauce pistache, la sauce blanche, la sauce gombo et la sauce d'arachide grillée. Massa. Elle dit que son premier fils, lui, il aime plutôt le couscous avec la sauce pistache. C'est ce que son mari aime aussi. Sa deuxième fille aime plutôt le couscous avec la sauce blanche, pas de gombo.
L'autre aime seulement le couscous avec la sauce d'arachide grillée. Et on ne met pas le gombo. Et un autre aime seulement le couscous avec le gombo. Donc elle tourne le foufou. Elle est obligée de faire toutes les sauces. Parce qu'elle veut satisfaire ses enfants. Elle fait toutes les sauces. Je dis que mais. Alors si tu tapes encore le gombo, elle dit que non, je voulais préparer la nourriture de Pichou. Je dis que mais. Elle dit que non, Pichou ne mange pas. Que Pichou ne mange pas la sauce d'arachide, la sauce pistache. Pichou aime plutôt telle sauce. C'est pourquoi tu me vois préparer à l'heure-ci. Du coup, j'étais scandalisée, Père Momo. Je lui ai dit que mais. Quand ces enfants-là mangent ça, quoi les fait? Non, il faut aller simplement de quitter derrière les problèmes. J'ai dit que non. Donc si on dit tu prends le couscous de manioc ou encore le couscous de maïs, tu vas faire la sauce jaune à l'autre ou tu vas faire le ndola à l'autre. Pourquoi tu dois te donner de la peine comme ça? Elle dit que non maman, c'est comme ça que je fais et moi ça ne me dérange pas. Donc c'est elle-même qui est entrée dans les... Oui, elle dit que non, c'est comme ça qu'elle est... Bref, que c'est comme ça qu'elle est fait. Que c'est comme ça qu'elle prépare à ses enfants. Par contre, il y a des moments où elle veut faire les œufs. Son dernier enfant ne mange pas la tomate et les oignons. Donc, elle... j'ai dit que je demande que les mouna, les small mouna, vous voulez un peu montrer aux parents que son dernier enfant ne mange pas le piment, la tomate, ni les oignons. Donc elle veut faire l'œuf, elle fait pour chacun. Et quand elle fait l'autre, elle trie. Même si elle oublie, elle mélange, elle va trier la tomate jetée, trier les oignons jetés. Wonderful. Les enfants, ça, les enfants difficiles. Quand tu n'accouches pas, on t'insulte. Oh, en accouchant, voilà une femme qui a accouché sa part. Est-ce qu'on doit toujours faire ce que les enfants veulent? Je sais, c'est la question, Eric. Très bien posé. Est-ce qu'on doit toujours satisfaire les enfants? Je peux même dire que les enfants qui n'ont pas pitié, parce que ces enfants sont tellement compliqués. Elle m'a dit que non, il y a un moment où elle ne peut pas aimer son couscous là. Si il y a l'autre qui aime le cuit, l'autre qui aime seulement le légume, simple. Donc, je ne sais pas. Ces parents, ces mamans, oui, je parle aux femmes. Les femmes qui sont en train de dire, ouais, je vais faire pour que mon enfant mange. Ouais, est-ce que si elle ne donne pas ça, Pichou va manger? Est-ce que si elle ne donne pas ça, bébé, elle va manger? Comment est-ce que vous vous comportez? Voilà. Est-ce qu'il faut tout faire ce que l'enfant veut alors? Donc vous préparez la nourriture. Dès que vous préparez, vous mettez encore au moins 4 petites marmites au feu. Soit vous préparez, vous rincez la marmite pour faire l'autre sauce. Soit tu prépares le poisson, tu retires, tu mets la viande. Soit tu laisses la viande, tu retires, tu laisses le poisson. Comment se comporter face à ces enfants? Ça attaque, on accouche. Quel est le parlant que j'insulte les enfants? Je ne vous insulte pas parce que chaque enfant vient avec son esprit. C'est pourquoi je dis, les enfants, c'est pas qu'on accouche à nos jours. Voilà une femme qui est face à une situation qui me dépasse. Et elle me dit que pour elle, elle n'a aucun problème. D'accord. Et moi, je lui ai dit qu'elle a un problème. Je lui ai dit qu'elle a un problème très grave. C'est un problème. Je lui ai dit que maman, tu as un problème très grave. Il faut qu'elle quitte derrière le problème. J'ai dit qu'éduque tes enfants le jour que... La vie est très courte. Éduque tes enfants le jour que demain, tu peux même tomber, tu meurs, les enfants vivent ailleurs. Elle dit que non, moi, je n'ai aucun problème. Hein. Par contre, l'autre ne mange pas le purée patate. Donc, il fait le purée patate. Je fais un peu l'haricot frit à côté. L'enfant qui ne mange pas le purée patate, mais le complément, c'est tout la patate. Et il mange lui. Ah, vous êtes bien. Hein? Alors, ben, ça c'est grave, Eric. Ça, c'est un sujet qui... Massa. L'enfant ne mange pas le purée patate. Oui. Mais tu frites un peu le haricot à côté. Le complément, c'est tout la patate et il mange. Voilà. Ça, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je vous dirai pourquoi sur ce plateau. Alors, en tout cas, la question qui a été posée, hein, elle est claire. Chacun va répondre à la question. Mais il faut dire qu'il y a des cas où certains enfants sont intolérants à certains aliments. Donc, l'indigestion alimentaire est une réalité. On doit tenir compte de cela. Mais il y a des enfants qui sont difficiles. Et ça, je l'ai été moi particulièrement. J'avoue que quand j'étais tout petit, les pâtes alimentaires, ce qu'on appelle les spaghettis de manière triviale par exemple, je ne les mangeais pas, je les prenais pour des vers de terre. Je me disais, mais comment on mange des vers de terre? Donc du coup, ça me faisait peur. Oui. Il y a par exemple des mets comme le haricot que j'ai mangé quand j'étais déjà adolescent, mais tout petit, le haricot, ça ne passait pas. Donc quand on le faisait à la maison, c'était à vos risques et périls, je ne mangerai pas. Vous verrez n'importe quoi, je ne mangerai pas. Donc il y a comme ça des nourritures qui... Il y a des nourritures qui
voilà, quand j'étais gamin, n'était pas ne passait pas. Hein. C'est pas parce que j'étais intolérant ou pas, mais c'est parce que j'avais des craintes quand je les regardais. Donc malheureusement pour moi, parce que aujourd'hui, ce sont mes nourritures préférées, ce sont mes plats préférés. Oui, voilà. Papa vous laissait comme ça. Voilà, donc papa vous laissait où on vous préparait la nourriture. Non, on me laissait comme ça. Voilà. Non, on me laissait comme ça et je vais très bien. Et je me débrouillais. Donc voilà. Merci à Monsieur Degou. Et c'est pourquoi j'étais chétif par rapport à mes frères. Justement. Merci, Monsieur Degou. Merci beaucoup. Merci, Père Degou. Voilà. Merci aussi au Père Degou. Merci, Père Monsieur Degou Bertrand ce matin. Alors, Florez, allez-y. La parole, c'est pour vous pour commencer votre appréciation de l'histoire de ce matin. Oui, quand on a tendance à parler de patates, oui, la preuve, moi, la patate grillée ou frite, moi, je ne l'aime pas. Par contre, en complément, j'aime bien. Donc, mais c'est pas possible. Non, oui, maintenant, avec vous, oui. Maintenant, Monsieur Fopossi Négou, vous avez justement décrit votre observation tout petit avec vos yeux d'enfant. C'est-à-dire que vous triez un certain nombre de choses parce que vous aviez votre vision d'enfant selon la diversification alimentaire qui se présentait devant vous. Et tous les enfants passent par là. Il suffit tout simplement d'avoir une certaine canalisation. Dans l'histoire du jour, je dirais à la dame, puisqu'elle a du mal, par exemple, elle fait ses œufs avec des tomates, etc. et tout. Moi-même, j'étais confrontée à ce problème. Ce que je faisais, c'est que je faisais moudre. C'est-à-dire que vous faites écraser vos tomates et l'oignon, si vous insistez à avoir ces deux ingrédients dans l'omelette de votre enfant. Et puis, tout si vous faites battre votre omelette, l'enfant ne saura pas s'il y a l'oignon ou de la tomate à l'intérieur. Donc, c'est facile. C'est facile de régler ce problème avec les enfants, surtout les tout petits, qui commencent à faire la différence. C'est un apprentissage. C'est qui commence à faire la différence entre la patate, le manioc, la pomme de terre, et tout. Maintenant, il y a des enfants très capricieux. C'est pas comme avec vous, je dis qu'il faut être, il faut observer les enfants. Comment on fait? Parce que, par exemple, maintenant, les choux, par exemple, je ne mange pas les choux. Par exemple, comment on fait pour intégrer un enfant parce que même l'odeur me répugnait. Justement, pas pour vous, hein, jusqu'à présent, les adultes, aujourd'hui, je vais vous dire, je dis aux femmes aujourd'hui qu'il y a une astuce. Pourtant, aujourd'hui, j'adore les choux. Je vais vous dire, jusqu'à présent, il y a encore des adultes qui refusent la consommation des choux. Pourtant, très bon pour et diurétique, très bon pour l'alimentation, à cause de cette odeur. Il y a des astuces très simples en cuisine. C'est-à-dire que lorsque vous allez découper vos choux avec du vinaigre blanc ou du sel, mesdames, pressez, lavez même pendant 45 minutes, cette odeur aura disparu. Quand vous aurez, soit pour les choux, les arachis, les pistaches et autres, quand votre époux, les enfants viendront manger, ils auront du mal à reconnaître ce chou qu'ils sont en train de consommer. Donc tout ça également, madame, elle est concentrée en cuisine. Je ne sais pas si elle travaille à tout son temps en cuisine pour faire 5, 10, mais 15. Je crois que c'est très compliqué. C'est un peu surréaliste. Non. Oui. Elle s'est, comme Momoka dit, elle s'est donné du travail et elle a cherché ses propres problèmes. D'accord. Et je crois qu'elle a du mal. Elle a encore besoin d'apprendre des petites astuces pour tout de suite casser les caprices des enfants. D'accord. On les observe, on parle avec eux et au moment de la cuisson, au moment de nos réalisations culinaires, c'est facile, Eric Fopossi. En moins de 2, votre enfant commence à aimer la patate qu'il n'aimait pas auparavant. Donc pour moi, je crois que à la dame d'être... Est-ce que l'autre question de fond, est-ce que parce que tendance est scandalisée ce matin parce que cette dame fait ce qu'on appelle une discrimination. Ça veut dire que elle fait un repas spécial pour ceux et celles à la maison qui n'aiment pas le repas principal fait le jour principal. Non, je dis que ça c'est non seulement c'est du gaspillage, non seulement c'est non. Tous les enfants, pratiquement dans toutes les familles, vous avez commencé avec votre témoignage. Oui. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait des enfants qui ne mangeaient pas du poisson. Vous croyez que la maman va faire comment? Non, ok, on fait du poisson, toi on ne te met pas du poisson. Je dis qu'il y a tout ça parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas parler, nous avons beaucoup de choses à faire et il faut pousser. Et nous voulons bien nourrir nos enfants, nous voulons les rééduquer même sur le plan alimentaire et autres. Ils estiment que le haricot n'est pas très bon et pourtant il est très bon. C'est un aliment complet. Mais maintenant, comment introduire ces repas dans les... C'est encore même parce qu'on a affaire au tout petit. Madame, justement, a encadré les caprices des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, elle commence à avoir mal à la tête. Si au départ, elle avait cherché des petits contournements, et aussi, ce qui nous dira, c'est qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours les bonnes astuces, Eric Fopossi. Pour être une maman, c'est très facile de pallier à ce problème. C'est quand même assez... Quand on y pense encore, on se rend compte vraiment qu'on était
vraiment, à la limite, très con à l'époque, parce que... On dit les enfants. Vous refusez, moi qui refusais de manger le haricot qui est frit, par exemple, et qui mangeait le pilet pomme dans lequel il y a le haricot, ouais, comment je faisais à l'époque, justement. Oui, c'est quand même terrible. Alors, Chalabel, votre analyse, votre commentaire. Je commence par remercier Florazier pour ses recettes culinaires. On n'a jamais eu à voir cela sur ce plateau. Oui, merci Florazier. Vous la découvrez dans ce costume. Voilà. Non, les choux. Non, mais vous la découvrez sur ce manteau, vous la découvrez. Voilà. Merci, monsieur Badiou. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez donc compte que ce sont les femmes qui créent les associations de hooligans dans les foyers. Voilà une femme qui est en train de créer l'association de hooligans dans les foyers, qui va pousser l'homme à devenir un bandit, qui va pousser l'homme à mettre la main là où à poser son sac, là où la main ne peut pas arriver. Monsieur Eric Fopoussi, 3 repas égale 3 types de condiments précis, égale 3 types d'assaisonnements précis, égale 3 types de compléments précis. Pour qui? Chez nous, l'enfant ne pense pas. L'enfant ne réfléchit pas. L'enfant ne propose pas. L'enfant est un brimborion, un fruit non mûr, monsieur Eric Fopoussi. L'enfant écoute, observe, essaie, subit, prend des notes afin de s'assagir. Voilà ce que c'est que l'enfant, monsieur Eric Fopoussi. Il écoute, il observe. Vous faites une définition complète. Hein. Il essaie. Oui. Et il subit, monsieur Eric Fopoussi, afin de s'assagir. Esclave, disciple, ami et conseiller, monsieur Eric Fopoussi. On ne s'éloigne pas. Voilà nos femmes qui ont passé toute la grossesse. Garde-moi les glaces. Garde-moi les poissons braisés. Garde-moi le poulet que tu achètes chez telle personne. N'achète pas chez la femme qui est à côté là. Achète chez telle autre femme. Voilà le résultat. C'est la conséquence de ce que la femme mange qui influe sur la femme, monsieur Eric Fopoussi. Nos mamans n'ont jamais connu ça, monsieur Eric Fopoussi. Il y a 3 phases dans le principe de sevrage de l'enfant. On commence par le sucre, le lait maternel. Après le lait maternel, la canne à sucre. Ceux qui ne savent pas, on pilait la canne à sucre, monsieur Eric Fopoussi. On extrait le jus qu'on faisait donner, on donnait à l'enfant qui consommait comme lait, monsieur Eric Fopoussi, lorsque le lait de la maman ne coulait pas. Les gens ne le savent pas. Donc tout commence au sevrage. Tout commence au sevrage. Après le sucre vient le sel. On met un peu de sel pour amener l'enfant à connaître les différents goûts. Après cela, vient avec le goût acide. Et la goût acide, c'est le pamplemousse. C'est les fruits qu'on met, monsieur Eric Fopoussi. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous dise que des enfants choisissent dans la maison de qui? De qui? Bon, sauf si l'enfant... Ce n'est même pas que je te laisse l'occasion de dire que tu ne manges pas. Sauf si l'enfant est allergique. Tu manges d'abord et tu vomis. Non, c'est pas comme ça, Chalamel. Bien sûr. Non, Je ne vous donne pas l'occasion. Je ne te donne même pas à l'enfant l'occasion de dire que tu ne manges pas. Tu manges d'abord, après tu vomis. On voit si Tu vomis, même ça ne va pas sortir tout dans le ventre. Monsieur Eric Fopoussi, je pense qu'on est là face à une femme et cela dénote. Oui. Parce que là, je m'attendais à ce que, ou peut-être j'ai envie de demander à Tendance, quels sont les noms des enfants? 4. Les noms des enfants. Si c'est le bobo de la mère, le bobo du père, on se rend compte, on va se retrouver dans cette situation où il faut cajoler. Non, monsieur Eric Fopoussi. Arrêtons de donner ce dont les enfants n'ont pas besoin. Arrêtons de laisser croire aux enfants qu'ils peuvent nous donner, qu'ils sont le gouvernail de la vie, ou de la maison. Les enfants ne sont pas le gouvernail de la maison. Ce sont les parents qui tiennent le gouvernail, avec l'homme qui tient là-bas, monsieur Eric Fopoussi. Donc on arrête un peu ces histoires où on entend vous dire que tel n'a pas. Qui? Où, monsieur Eric Fopoussi? Chez moi? Ah non, non. Voilà, d'ailleurs, on a compris, hein, les piliers, les fondements de cette éducation, d'ailleurs, alimentaire. Alors, Bobo Bengan, qu'avez-vous à dire, justement, dans l'histoire de ce matin? La première chose, c'est le couple Négou-Bertrand, son épouse. Pour vous avoir fait ce que vous avez suivi, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Monsieur Fopoussi Négou ne mange pas le haricot, tant pis, vous dormez affamé. Et maman ne va pas derrière en disant que donc, Marie, prends ci. Non, non, elle vous laisse. On met la nourriture à table.
Vous ne mangez pas, vous buvez l'eau, vous dormez. C'est à vos risques et périls. Vous buvez l'eau, vous dormez. Et si le lendemain, c'est le même repas qui vient, vous buvez l'eau, vous dormez. Vous restez, il n'y a pas, que j'allais dire, à créer des problèmes. Deuxième chose ici, ça commence par ce que Charles Hamel a dit, et ça se poursuit par des genre d'enfants où tu dis, et s'il te plaît, peux-tu me donner de l'eau à boire? Finalement, c'est un enfant de 3 ans qui dit dans la maison. Il dit, maman, si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas, je ne parle pas. L'enfant doit savoir qu'il doit faire j'allais dire, doit faire la vaisselle à tel moment. Bon, c'est vous qui regardez en fonction de son âge, du type de vaisselle qu'il y a à la maison. Est-ce que c'est les verres cassables? Est-ce que vous les amenez progressivement? Maintenant, pour la nourriture, non. Tout le monde mange ce qu'on a préparé. Maintenant, s'il y a des allergies, les parents sont très observants. Ils observent. Ils observent quel est le comportement des enfants en cas d'allergie. Mais d'où vient-il qu'un enfant fasse la commande de la ration alimentaire? Ça vient d'où? Ce n'est même pas des choses à imaginer. Mais comme cette dame est dans cette situation, c'est là où je lui dis qu'elle quitte vite derrière les problèmes. C'est qu'en fait, elle est en train de créer, de former un volcan au sein de sa famille. Au sein de sa famille où, d'abord, quand ses enfants, filles ou garçons, iront à mariage demain ou pas, qu'est-ce qu'il en viendra? Qu'est-ce qu'il en viendra? Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux de succomber, de fléchir face aux caprices de ces enfants-là. En tout cas, d'ailleurs, je l'ai dit clairement, ça a été l'un des points vraiment très positifs d'éducation que j'ai reçu. Alors, on va prendre évidemment l'avis de Tendance sur le plateau ce matin. C'est moi qui commande mes mamites. L'enfant qui dit qu'il ne mange pas, c'est parce qu'il n'a pas faim. C'est parce que tu n'as pas faim. Avant, maman, il faisait plus que ça. Il y a le koga, comment on a, le koga, la banane râpée, qu'on mélange avec le manioc, avec les feuilles de macabo. Je ne mangeais pas ça. Il fallait me voir au village quand ma mère préparait. Ce qu'elle préparait, c'est ne parler avec personne. Elle dit, ma fille, on va préparer que ça. J'attache le cœur et donc sans manger. Le lendemain, je retire tout ça pour au champ. Qu'est-ce que je prends que mon couloir? Je ne veux causer avec personne. J'attache le cœur avec 15 heures, père mon. Dès que tout le monde est distrait, il descend, il pas de descend 2 boulements à terre. Il n'y a pas le choix. La famille. Il n'y a pas le choix. Pendant que la zone est cultivée, j'ai dit que je suis dans mon couloir. Laisse-moi cultiver. Divise le champ, tu laisses pour moi cultiver. Dans le sud-ouest, on appelle ça quoi, coco? Chez nous, c'est le koga, ça là. Oui, oui, tout à fait. Père Momo, il te jure que quand ma mère me disait, c'est que demande pour et nous, on appelle ça le mbondo. Qu'il rentre comme ça. Ah, ça sera le vendredi soir. Le vendredi qu'il rentre de l'école, pas que voir la banane, voir le manioc, bon, j'ai d'abord mal au cœur. Il dit que c'est pour qui? Mais il dit que demande pour le champ. Et on va faire que le koga. Il dit qu'on ne peut pas faire le koga, on va faire que ça. Ah, miracle, Flora. Merci, maman. Comme ça, ma bouche. Je parle avec plusieurs, le dépose. Je ne parle avec personne. Le soir, je prends que mon coup. Donc, il commence à sortir l'ennemi à partir de vendredi soir. Le matin, pendant qu'elle est en train de retirer, il dit que tu retires tout ça pour qui? Retire pour tes autres enfants. Parce que moi, je sais que tu me considères même, pardon. Elle dit, ma fille, ça va partir pour le champ. Flora, arrive, je suis que dans mon couloir, de mon côté, que partage, voici mon côté. Je suis là-bas concentré, midi sonne. Pendant que mes soeurs partent manger, je suis dégueulasse. Je dis que manger, alors moi, ils ne mangent pas, ils continuent, ils doivent cultiver. Après, ma mère dit que va même nous puiser l'eau, manger l'eau. Elle dit que partez puiser votre eau. C'est quoi? C'est d'abord quoi qu'on est venu au champ avec. Paix mon moc. Vers 14h30, je guette quand tout le monde est discret, je descends 2 boules. Si tu ne manges pas, c'est que tu n'as pas faim. On ne doit pas céder aux caprices des enfants. Même pour un kick. Et nos enfants là sont les manipulateurs. Absolument. Les enfants là savent nous manipuler. Et les temps sont difficiles. À l'époque là, tu pouvais dire que ta mère peut te refaire, tu brûles même le plancton. Qui a dit qu'elle brûle le plancton, Flora? Plancton, huile ou banane, elle dit que non. Mon huile là, c'est pas toi qui achètes. Donc il n'y a pas de se dire que griller le maïs avec les arachis ou encore plancton huile ou banane huile. Non. Tu vas manger que ce qu'elle a préparé. Deuxième chose, foufou. Toujours, rien que le foufou, avec la sauce d'arraché, le concombre. Quand elle prépare ça, j'ai d'abord mal au cœur. J'ai dit que maman, c'est ma serveuse vomir. Elle prend le bateau, elle dit que si tu manges, tu vomis, même, ça ne va pas finir tout dans ton ventre.
C'est pourquoi la femme... Donc, aujourd'hui, là, qu'elle regarde la femme là, Madame Tchomla Elisabeth, beaucoup de bisous pour toi. Parce que ça me tourne. Donc, je fais ça à ma mère comme le dingo. Hein, Flora? Un moment de... Au départ, elle cédait un peu à mes caprices. Après, elle a dit, ben, qu'est-ce qui arrive? Logique, elle dit que non, elle va faire le foufou. Elle dit qu'elle saute le riz. Elle dit qu'elle va aller sauter. Elle me donne la chèque d'une boîte de riz au feu. À un moment donné, elle a compris qu'elle voulait la manipuler. Elle a dit que ici, c'est moi qui commande. Donc, comment? Tu vas d'abord acheter le gombo au marché de combien? Le pistache de combien? L'enfant qui va te dire, maman, il ne mange pas la viande. Si ce n'est pas que c'est le docteur qui a dit à l'hôpital que ne mange pas ça, ce que tu vas manger. Jusqu'à si tu ne manges pas, tu dors comme ça. Je ne te donne même pas 5 francs. Moi aussi, j'étais puni. Je te prive de ce que tu aimes. Parce que tu me dis que tu ne manges pas, tu comptes sur l'argent de beignet que je te donne. Même l'argent de beignet là, tu n'auras pas. Je te mets d'abord les cales. D'accord. Oui, le matin d'abord pour tuer l'as. Je retire ce que préparé que tu ne manges pas et dépôt. Je dis que manger tous. Il n'y a pas l'argent. Tu ne manges pas, tu pars. Après, tu vas tourner, revenir manger à la maison. Que les enfants arrêtent ça. Une bonne forme. Vous voulez manipuler qui? D'accord, merci. Alors, il faut préciser aux parents que c'est pas forcément ce qui est bon à la bouche qui est utile pour l'alimentation de l'enfant. Il faut tenir compte de ce paramètre parce que les enfants ont besoin d'avoir l'alimentation complète et donc c'est pas toujours et forcément ce qui est bon dans leur bouche qui est utile. On voit parfois les parents empiffrer leurs enfants de yaourt et tout ce qu'on peut imaginer comme l'enfant crie, on peut donner lui un petit truc là, des trucs en plastique, dans sachet, les jeux en sachet là. Ça coûte 100 francs. On donne à l'enfant. On dit que pas jeter les vacances. Maman, elle veut le yaourt. C'est pas pour la femme qui... Je vais pleurer pour que maman me donne le yaourt. Attendez, voir. Attendez, et pleure. Maman va m'acheter le yaourt. Voilà. Il faut qu'on... Et à nos jours, si même, vraiment... Je vais encore dire aux femmes qui me regardent que éduquez vos enfants comme ils peuvent vivre ailleurs. Parce que demain, si vous n'êtes pas là pour vivre chez les gens, ça va être très difficile. Très bien. On va lire quelques messages ce matin, madame, messieurs, vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardez ce matin. Allez-y, Flora. Il y a vraiment les enfants difficiles, mais la télévision joue dans tout ça un rôle. L'occidentalisation de nos enfants, de nos jours veulent imiter le petit blanc. Merci beaucoup, madame. Merci. Le petit blanc. L'occidentalisation. Maman, je veux le biscuit. Attendez, les pleurs, maman. Il croise les pieds chez vous. Il mange. Pleure aussi, maman vous donne. Allez-y, lorsque ces enfants mangent, oui, ils vomissent ou bien ils ont des petits boutons. Maman, faut pas trop gâter les enfants. Les temps sont durs. Voilà. Tu vas d'abord tourner au marché jusqu'à tu tournes jusqu'à tu as les vertiges. Tu vas pas au marché même comme maman dort. La mère dit qu'elle a la mère dit qu'elle a les côtes non, qu'elle gère son retour. Elle va, c'est difficile pour elle. Le danger n'est pas là, attendez qu'il commence à aller à l'école, c'est-à-dire que comme école primaire, école secondaire, vous allez voir ce que vous avez, c'est des hooligans. Vous avez créé des monstres chez vous. Il faut comprendre qu'il ne faut pas faire ce que les enfants veulent. Sinon, on finira par conduire ces enfants dans les dérives totales pour former des négativités telles que le vol, le banditisme, l'égoïsme, la méchanceté. C'est Kassim à Neubel qui réagit. D'accord. Les jus que me dit que mot de réchauffer et on réchauffe. Les jus qui dit que mot de tapioca sauté et on chope ça. Je mangerai pas plusieurs mets. Et je ne mangeais pas plusieurs mets. Et avant, on pouvait se rabattre au quartier. Par contre, aujourd'hui, entre voisins, c'est compliqué. C'est Dimitri à Makepe qui réagit. D'accord. Aujourd'hui, c'est... Dans nos quartiers, tu traverses pour aller chez la voisine, tu dis que ta mère a préparé quoi. Naïvement, tu dis qu'elle a préparé tel. Ah, moi, je n'ai pas mis la marmite, va amener ta part, on mange. Alors, il y a Adinga, à la de Guider, qui dit qu'ici, son fils ne mange pas du poulet.
Il faut le laisser, c'est bon. Bon, s'il mange autre chose, on remplace. Le jour où il n'y a que du poulet à la maison, il reste ne donnez jamais la possibilité à un enfant de faire le choix. Absolument. Ne donnez jamais la possibilité à un enfant de faire le choix. Déjà, on ne sait pas quel âge il a. Non, je dis, c'est pas que N'importe quel âge. Il n'y a que le poulet à la maison, il ne mange pas, il dort à sa maison. Nous, on allait au champ. À l'époque où on allait au champ, on voyait, dans le moment où la maman nous trompait, elle mettait dans sa calebasse, et dans la calebasse, elle changeait. On croyait que c'était la nourriture. Lorsqu'on arrivait, on trouvait que c'était un coupe où elle avait mis l'eau dedans. C'était juste l'eau. Elle dit, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller, monsieur, il faut possible. Lorsque 11h30 sonne, chacun commence à aller tirer, qui est la mouture de manioc, qui essaie de guetter si elle est patate. Chacun essaie de couper ça avec la machette. Tu manges tranquillement, tu bois l'eau, tu es tranquille. Donc j'étais mon désert, je m'en sors, monsieur, il faut couper. Je connais une petite fille qui ne mange pas le poulet, elle s'appelle Claire Mandé, mais son père est fermier. Mandé Claire, le jour qu'elle a vu, c'est Wanda. Et maman, comme ton père est fermier, la Claire, même le poulet, tu ne manges pas, maman. Tu sens qu'elle te va manger ça que Flora. Justement, et puis j'ai peut-être on va lire d'autres messages. Il y a Vary qui pense que si l'enfant est allergique, va-t-on l'obliger à manger? Papa donne. Non, c'est un cas spécial. On a commencé par là. On a dit, mis à part les cas d'allergie et d'intolérance à des aliments. Voilà. Donc, oui, on va lire un autre message, Florazé. Alors, à mon humble avis, je pense que les enfants... alors, je pense que ce ne sont pas les enfants qui ont envie, les femmes pendant la grossesse, hein. Ce sont les femmes qui engendrent les petites complications alimentaires chez l'enfant, étant donné que nous savons tous ce qu'elles vivent souvent. Mais j'ai tendance à suivre la thèse de Charles Hamel sur le sevrage des enfants. Je pense que la manière par laquelle on arrête de donner le sein à l'enfant joue sur ses capacités, du moins à accepter les aliments qui vont arriver ensuite. On va, merci beaucoup Florazé, on va tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des catastrophes naturelles et des zones à risque au Cameroun. Je me demande à quoi est-ce que jouent nos multiples responsables dans ce pays. Quel est le rôle désormais joué dans cette affaire de surveillance par les ministères de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ministère de la décentralisation et ministère de l'administration territoriale et de l'IRGM. Quel est le rôle joué par l'Observatoire national des risques, par le plan national des contingences destiné à assurer la couverture efficiente des catastrophes au plan de la réhabilitation? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quelle est la connaissance qu'ils ont des réalités de ce pays? À quoi d'ailleurs sert la direction de la protection civile? Comment comprendre que l'ensemble des catastrophes soit géré de façon partielle dans ce pays? Comment comprendre que depuis 1961, cette cellule, ayant vu le jour au sein de la direction des affaires politiques du ministère, déléguée à la présidence, chargée de l'administration territoriale, n'ait rien pu apporter au Cameroun? Quel est le rôle trouble des différentes structures affiliées à elle, notamment la Croix-Rouge camerounaise, le ministère de la Santé, le Corps national des sapeurs-pompiers, le service d'assistance médicale d'urgence, l'Institut de recherche géologique et minière, pour ne citer que celle-là? Savez-vous qu'actuellement, le Cameroun ne compte que 24 médecins urgentistes, chiffre dérisoire vu la croissance démographique qui est rapide, l'ampleur de la situation et les effets néfastes que pourrait entraîner une catastrophe de grande envergure? Savez-vous qu'il n'y a pas assez d'experts scientifiques pouvant déterminer ni expliquer certains phénomènes liés aux catastrophes naturelles dans ce pays? Pourtant, dans la diaspora, nous avons plein de Camerounais formés et compétents. Savez-vous qu'il existe 7 principaux types de risques permanents qui menacent la sécurité des populations camerounaises? Premier,
les risques volcaniques concentrés autour du mont Cameroun, où on a enregistré 7 éruptions au cours du XXe siècle. 2. Les risques d'éruption catastrophique de gaz, avec l'inventaire de 13 lacs cratères potentiellement dangereux au Cameroun. 3. Les risques sismiques mis en évidence par les nombreux tremblements de terre enregistrés au cours du XXe siècle. 4. Les risques de mouvements de masse, glissement de terrain, éboulement, effondrement et coulées boueuses. Allez voir les quartiers Lok-Bessou, allez voir les quartiers Lok-Baba, allez voir les quartiers Lok-Passi, allez voir désormais la zone de Bonaberi. Vous allez voir où est-ce que les gens sont en train de construire et pourquoi est-ce que les plaques d'interdiction de construction ne sont pas posées par les différents ministères. 5. Les risques d'inondation importants, avec d'une part les risques d'origine pluviométrique, Douala, Yaoundé, Limbe, Garoua. 6. Les risques sanitaires de désordre, les épidémies meurtrières et les épidémies d'écologie, feux de brousse, invasion des criquets. Est-on prêt à gérer cela dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre que le dernier rapport date de l'année 2008-2009 avec comme thème la protection civile par les gestes qui sauvent? Quels sont les gestes qui sauvent lorsqu'à ce jour, on incendie désormais les poubelles? Les poubelles que nous rencontrons ou qui infestent désormais nos quartiers, on achète l'essence, on verse et aussitôt le feu démarre. À quoi servent même ces thèmes? Jusqu'à ce jour, nous attendons les rapports des multiples catastrophes qu'a connu le Cameroun, avec une moyenne de plus de 7 événements malheureux par mois, soit presque 2 semaines. Que sont devenues les 13 stations sismiques mises en place par le gouvernement camerounais en 1982 pour contrôler les vibrations et autres ondulations sismiques pouvant se produire sur la croûte terrestre? Savez-vous que certains, comme celles de Fumbot et Bamboui, ont été fermés dès 1993 à cause, dit-on, de la crise économique? Il ne fallait pourtant que 2 millions de francs CFA pour assurer la maintenance annuelle de chacune d'elles. Crise sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun, initiée par Boko Haram. Crise humanitaire causée par la crise centrafricaine. Invasion des animaux dans les villages et champs détruisant la faune. Crise anglophone. Inondation, effondrement, catastrophe ferroviaire des Écans fin octobre. Décès causés par la consommation de l'odontol. Accidents permanents et perpétuels. Comment est-ce que sont balisés les endroits accidentogènes dans cette ville, dans ce pays et sur nos axes? Savez-vous que le 23 juillet 2002, en effet, un tremblement de terre s'était déclenché en pleine mer à 30 km de Kribi. Au lieu de prévenir et procéder à l'évacuation, c'est d'abord les autorités de la ville les premiers qui ont fui, abandonnant les populations. Comment comprendre que seulement les moyens d'effectuer un sauvetage en pleine mer? Est-ce que le Cameroun a seulement les moyens d'effectuer un sauvetage en pleine mer en cas de naufrage ou d'accident d'avion? Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler pas une prise en charge adéquate des premiers mains dans chaque département en cas d'accident? Les zones à risque abandonnées, la gestion des catastrophes naturelles abandonnées, mais la création de plus de 19 comités de suivi pour prévenir les catastrophes. Donc on en parle ce matin, madame, monsieur, le Cameroun, qui, comme vous le voyez, montre bien un visage qui donne froid au dos avec cette question des secours et gestion des catastrophes. On se demande très bien si nous subissons aujourd'hui ce qu'a subi l'Indonésie. Souvenez-vous, le tsunami indonésien lors d'une décennie, la décennie dernière. Qu'est-ce que nous serons au Cameroun? Donc c'est pour vous dire que c'est très compliqué. Bon, Bengan, quelle est votre analyse, votre appréciation? Comment peut-on justement comprendre que nous en soyons là? D'abord, il y a ce qu'on appelle, dans la cartographie des catastrophes au Cameroun, c'est lié, il y en a, Salamel l'a dit, qui peut être considéré comme des catastrophes naturelles. Et même là, les zones au risque ou alors à risque sont connues. Et les zones à risque provoquées par nous-mêmes, quand je dis provoquées par nous-mêmes, c'est quoi? C'est que nous construisons par exemple les barrages hydroélectriques et les digues.
c'est des zones à risque. Oui. Lorsque nous construisons les habitations ou autre chose à côté des entreprises, par exemple comme la SCDP, le truc de gaz de Logbaba, nous savons que c'est des zones à risque. Et comment on fait? Pour les chantiers de grande envergure, alors d'utilité publique, c'est ça le mot, d'utilité publique, et il est prévu dans la direction des catastrophes ce qu'on appelle des simulations. Simulations, c'est-à-dire que... Oui. Non, c'est lorsqu'on crée la direction des catastrophes, la direction de la protection civile, c'est prévu. C'est prévu. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense hier ou avant-hier, j'ai vu les travaux que nos physiciens avaient réalisés. Par exemple, tous les barrages et les digues qui ont encadré la Sonnelle, il est prévu, et même lorsqu'on a créé la commission du bassin du lac Tchad, il est créé, des gens ont été formés pour cela, parce que à chaque moment, ou alors à un moment donné, puisque les digues ont des durées de vie, à un moment donné, il fallait amener les populations, il fallait provoquer des situations de catastrophes. On vient par exemple, on vous dit, si la digue à Idéa, si ça lâche, comment on va faire? On crée des simulations et on voit, on teste. La mer, il me semble que rien n'a été fait. Parce que lorsque la digue de Magba avait lâché, d'abord qu'on voyait que c'était en train d'être défectueuse. Du côté du Tchad, on a procédé à des aménagements. Du côté camerounais, rien du tout. Et lorsque ça a lâché, vous avez vu ce qui s'est passé en fait. Donc, pour même le truc à gaz de Logbaba et autres, il fallait procéder à des simulations. La preuve de ce manque de suivi des projets, lorsqu'on crée l'aéroport international de Douala, les études montrent que c'est une zone à risque parce qu'il y a la mangrove. En cas de catastrophe aérienne, on fait comment? On a procédé à des études. Mais sauf que lorsque la Camer, je pense, a fait son accident, parce qu'il y a eu d'accident d'avion, c'était en 95, je pense, on ne sait pas. On ne s'est plus rappelé ce qu'on pouvait faire. D'accord. Même dernièrement, avec l'accident de Kenya Airways, on ne s'est plus rappelé qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, manifestement, on n'a pas su ce qu'il fallait faire. Donc, on oublie, ça revient à ce que, je pense que c'est vous qui avez relevé ça ici un jour, où on construit des immeubles, on oublie qu'on doit entretenir. C'est ça en fait, voilà, quand on parlait même de bouches d'incendie, on oublie qu'on doit entretenir. Donc, l'entretien, on ne sait pas. Donc, en fait, c'est là le problème. Donc, même pour... le cas du lac Nyo, c'était spécifique. Un jour, bon, vous vous levez, il y a un truc qui arrive. Bon, là, il y a des secours d'urgence qu'on doit organiser avec les organismes que Charles Amel a cités tout à l'heure. Mais, malheureusement, on a oublié qu'on avait prévu des simulations et passerait pour... Alors, Florazé, donc on est clairement dans une situation de défaitisme. Nous sommes abandonnés à notre sort. Si jamais le Cameroun connaît, comme on le voit dans d'autres pays, parce que on a au moins la chance que nous n'avons pas les ouragans et tout ce qui va avec lorsqu'on ouvre, ou bien même des accidents de train, ou bien Katrina, ou qu'on ait par exemple un petit accident de train. Regardez comment ça fait. Si c'était dans un viaduc, comme on le voit partout ailleurs, on se rend compte au Cameroun, on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour rassurer les populations sur les risques éventuels. Oui, tout à fait, parce que nous avons... Vous avez constaté que pratiquement dans toutes les crises que le Cameroun a subies, on est toujours en pleine urgence. On n'a pas justement une politique de prévoyance. Maintenant, pour aborder cette question sur le plan pratique et palpable, il nous faut aller sur la carte. Est-ce que véritablement on a les zones? On connaît la zone orange, la zone verte, etc. Bref, les zones à risque. C'est-à-dire que pour pouvoir... ça arrive, Flora, pour commencer à intégrer un plan d'urgence. On attend ces périodes pour inviter des chercheurs. Non, mais et pourtant, justement, on l'a dit, il y a des études qui ont été menées. Donc, tout ça, c'est-à-dire que même un Camerounais lambda qui n'a pas fait de longues études, il y a des études qui ont été menées sur le terrain.
Eric Fopoussi, des personnes, même des intellectuels qui ont commis même des ouvrages, Eric Fopoussi, sa pilule là. Mais pourquoi encore aujourd'hui on ne réussit pas à avoir des plans de prévoyance? D'accord. Douala déjà. Parce qu'il faut quand même avouer que les grandes villes du Cameroun vivent sous une pression énorme quand on parle de croissance démographique. Plus il y a du monde, plus on étouffe et plus on peut s'attendre à une soudaine catastrophe qui peut venir à tout moment. Même dans la ville de Douala, on peut déjà vous vous décrire les zones à risque. D'accord. Et justement, comme on l'a dit, qui sont aménagées ou entretenues par nous-mêmes. D'accord. Alors, il y a un autre volet que j'aimerais soulever. Notre système de santé, Charles Hamel, c'est important. parce que pour ceux qui nous regardent et qui ont eu le malheur d'être victimes d'un accident à la circulation, quand vous arrivez à l'hôpital, Charles Hamel, Si on commence à être l'hôpital, c'est important, oui. C'est très grave. C'est très grave. Si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse mourir. Hein. Si vous n'avez pas, ça se résume à ça. Si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse mourir. Donc imaginez donc une catastrophe. On vous laisse mourir. Mais la simple petite épidémie de choléra, on ne peut pas. Mais vous, il a parlé de ces cas tout à l'heure. J'ai même peur du choléra là. Chaque année le choléra. Chaque année le choléra. On ne prend même pas les mesures pour éviter ça. Mais on attend d'abord. L'année si on a parlé du choléra au Cameroun. Oui. On a dit que c'était dans le Grand Nord que ça a commencé. Après c'est venu à Douala. Tantôt on a dit que c'était à l'hôpital de Lyon. Ou c'était à Lyon. Hey, maman, j'ai moi peur du choléra Charles Hamel. Parce que je vais encore dire quoi qu'elle n'est pas encore dit. Voilà. Vraiment. Aujourd'hui, tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on te dit telle maladie que tu ne t'attendais même pas. Toujours à cause des choses comme ça. Où on va m'arranger mon pays quand je ne sais pas. Je sais que c'est votre plan. Qu'ils disent que d'être camerounaise. Non. Je suis fière d'être camerounaise. Si on s'entend bien, c'est que tout ça, ça va aller. C'est parce qu'on est là, chacun veut prendre les documents, mettre dans la poche. Chacun prend sa part, il met de son côté. Retirer l'argent, on travaille. Si le pays est bien, c'est pour tout le monde. D'accord. Ok. Oui. Alors, Charles Hamel, tout à l'heure ici, on évoquait le système de santé du Cameroun qui n'offre pas suffisamment de garanties pour faire face à une éventuelle catastrophe, aux catastrophes naturelles en règle générale et aux autres catastrophes. Mais il y a d'autres freins aussi. Monsieur Eric Fopoussi, avez-vous seulement un hélicoptère de secours? Est-ce que le Cameroun a seulement un hélicoptère de secours? Comme on voit dans chaque ville en Europe, il y a 4-5 hélicoptères prêts avec des médecins urgentistes prêts à décoller à tout moment en cas d'accident, de bloquer la circulation, de poser l'hélicoptère, transporter rapidement le malade. On en a. Avec tous les accidents qu'on a, c'est sur la bonne volonté des autres usagers de la voie publique de transporter les blessés. Ce n'est pas monsieur Fopoussi. Vous n'avez rien. Rien. Vous n'avez rien, monsieur Eric. Je dis rien. Oubliez que vous avez quelque chose. Vous allez appeler quoi le SAMU? Maman, vous allez appeler quoi l'ambulance? D'ici à Yaoundé, vous avez donné-moi un hôpital qui a une ambulance. D'ici à Yaoundé, partant de Douala pour Yaoundé. Si ça vous arrive à Boumie, il faut que les secours viennent de Yaoundé. Ça vous arrive à Pouma, vous êtes fini. Non, mais on voit comment on parle que les gens dans les pick-up. Mais c'est ça que je dis. On les superpose, les morts en dessous, les blessés dessus. Dites-le, les morts en dessous, les blessés dessus. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais ce pays, franchement. Ce pays est magnifique. Non, pas il est. Non, il est magnifique. Non, il est maléfique ou il est magnifique? Monsieur, il faut pousser. Il est maléfique. Si nous avons un naufrage, c'est-à-dire un navire qui coule, oui, on va sauver les gars là comment? Le bir. Ah, le bir. Avec les chaloupes. J'ai dit, un naufrage en pleine mer, on va faire comment? On se rend compte que même des pays qui ont des appareils ultra sophistiqués se battent même et ne réussissent pas. Nous alors, ce sera comment, monsieur Eric Fopoussi? Bonjour, la catastrophe. Monsieur Eric Fopoussi, dites-moi, la première gestion, prévention, regardez les pieds de l'aéroport de Bonaloka. Voyez là où les gens habitent. S'il y a un crash à ce niveau, vous parlez de gestion, monsieur Eric Fopoussi. Allez voir là où les gens habitent à Lopessou. Allez voir là où les gens habitent à Lopaba. Allez voir là où les gens sont en train d'habiter en Dorpati. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous placez devant la véranda. Le trou est profond. J'ai dit que vous êtes devant la véranda,
Dites-moi. Okay. Ils sont où ces messieurs? Ok, d'accord, c'est compris. Alors, donc, la question de la gestion des catastrophes au Cameroun, on se rend bien compte que c'est une question qui montre toutes les failles du système et c'est malheureux pour nous autres. On marque une pause et nous sommes de retour dans un court instant. À tout de suite. Ladies and gentlemen, people, here come. Equinox Télévision pour ce mercredi 6 février 2019. On va, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12 Le Zénith, prendre quelques messages que vous nous envoyez et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Merci de rester avec nous. Florazé, c'est à vous. Ce qui ne vous tue pas, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oui. Et pour conduire à l'hôpital un malade, arrivé là-bas, on refuse même de prendre en charge ce dernier. Est-ce normal? S'interroge notre ami. Et c'est parce que la plupart aussi des populations au Cameroun vivent sans emploi et n'ont pas d'argent. Enfin, non, là il décrit une situation du système de santé du Cameroun qui n'offre pas les garanties suffisantes pour prendre en charge une catastrophe si jamais elle survient. C'est ça le problème. Oui, oui, absolument. Et c'est ce que le syndicat national des médecins voulait dire dernièrement, en leur disant oui, nos conditions de travail sont exécrables, c'est vrai, mais nous voulons participer à la prise en charge, à la mutualisation de forces dans la société pour que le patient soit en mesure d'être bien traité à l'hôpital. Vous savez ce qui leur a été réservé. Docteur Basson et Kamta, notamment. Donc, c'est ça le problème. Donc, les médecins, donc, le corps médical se plaint. Il vous dit, mais nous n'avons rien pour prendre en charge les patients, surtout en cas de catastrophe. C'est ça. C'est ça que je lisais encore un chiffre tout récemment d'une organisation que je vais pas citer, qui disait, est-ce que vous savez que lorsqu'il y a accident de la route, lorsqu'on vous dit qu'il y a eu par exemple 2 morts et 30 blessés, enfin c'est le décompte qu'on fait sur place, il y a eu 2 morts sur place et 30 blessés. Mais est-ce que vous savez que dans ce qu'on dit 30 blessés, il y a au moins 28 personnes qui vont mourir? Voilà. Qui vont succomber. Et dont on ne parle pas. Monsieur, on ne parle pas. Une femme a perdu les os ici, là, avant-hier. Elle se rendait à l'hôpital à Kentini pour accoucher. Elle arrive là, on dit qu'on a barré la route, monsieur Rifopoussi, elle fait plus d'1 heure. Comment dans un pays comme le Cameroun, on n'aménage pas des espaces prioritaires? Des espaces prioritaires, un pays comme le Cameroun. Mais vous dites qu'on est en train d'aller où, monsieur? Mais regardez le des sapeurs-pompiers. Parce que le plus grand catastrophe qui arrive, c'est les incendies. Mais ils sont logés, le détachement de Douala est en Godi. Voilà. Alors, comment se fait-il pour intervenir à Bonabéry, à Lopom et n'importe où? Or, on devait avoir des détachements partout dans la ville, notamment à Bonabéry, à Makepe, dans des zones approches de l'eau. Et à l'aéroport même, devait avoir des choses. Mais à Angodi, il n'y a pas l'eau. Déjà, il n'y a même pas d'eau, justement. Comme vous avez dit, je vous dis, imaginez un seul instant que le Cameroun soit comme la Californie, où parfois là-bas, il y a des incendies dans la forêt, où ça prend tout un territoire, je ne sais pas, grand comme Douala par exemple. Monsieur Rifopoussi, je suis en Comment on ferait? Il y a quelques jours, dans 2-3 immeubles ici aux alentours de Mobile Bonacqua, moi. J'ai posé la question au concierge que, s'il vous plaît, les issues de secours. On vous a envoyé. On vous a envoyé. Vous êtes venu, on vous a envoyé. Allez dire que vous n'avez pas trouvé. Pardon, j'aime mon travail. Pas des issues de secours. Regardez toutes les boîtes de nuit qui ont pris feu. La majeure partie des boîtes de nuit n'avaient qu'une seule entrée, une seule porte de sortie. Mais vous imaginez, voilà les populations qui sont en train de réoccuper les abords du lac Aoum. Voilà les populations, monsieur Rifopoussi. Elles sont fatiguées. Est-ce qu'on a fini de dégazer? Gouvernement, silence radio.
Est-ce qu'on est en train de dégazer silence radio? Ils ont leurs tombes, ils ont leurs proches qui sont enterrés de ce côté. Ils doivent faire des rituels et tout le consort. Oui. Là, voilà qu'ils vont récupérer. Rappelez-vous encore, Flo Razé, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 6 mois de cela, c'est vous qui nous parlez du lac Awin, à Santa, de ce lac qui a commencé à donner à la sortie des gaz. C'était le lac Awin. Oui. Silence radio jusqu'aujourd'hui, mais monsieur, il faut je vous jure que quand Yaoundé vit vraiment, quand respire. Quand Yaoundé respire. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà. D'ailleurs, alors on ne devrait pas, monsieur le ici, nommer des gens qui n'ont pas fait le tour du Cameroun. Je crois qu'avant de nommer quelqu'un, il faut poser des questions. Il faut quand même mener cette enquête pour être sûr que ces gens connaissent le Cameroun profond. Parce que ces ministres qui sont assis à Yaoundé, je doute fort qu'ils connaissent le Cameroun profond, monsieur Fopoussi. Qui connaissent les problèmes des habitants de ce pays. C'est les gens qui sont arrivés d'Europe, viennent s'installer, bossent à Yaoundé. Vous lui parlez d'un Garamendouga, comme quelqu'un avait demandé que Mbanga Pongo, je croyais que c'était vers Mbanga. Monsieur Bachou, attention, il ne faut pas jouer. Faut pas jouer avec nos nerfs. Non, monsieur, il faut vous dire. Vous jouez avec nos nerfs. On parle de Mbanga Pongo, dit que Mbanga Pongo pensait que c'était vers Mbanga. Et il est là, il a dit. Alors, il y a donc cette réaction qui nous dit, bon, que Dieu nous vienne en aide. Hein. Comment, Dieu ne viendra pas. Nous dit, comment ce cargo s'est-il retrouvé dans le ravin? Puis les passagers, le plus étonnant, c'est le processus de sauvetage aussi, c'est le sauve qui peut. Ah oui, c'était par rapport à l'image illustrative de la colère de Chalamel. Que le gouvernement aussi apprenne à donner de la valeur à la vie humaine au Cameroun. Monsieur, il faut un séminaire. Ceux qui étaient décédés, les gars qui sont décédés, les plus de 30 morts qu'on a eu au niveau de la falaise de Tchang. Il y a 2 ans aujourd'hui, M. Eric Fopoussi, ceux qui étaient rentrés en avant, le camion qui n'avait pas de papier, avec le bus qui n'avait pas de papier et tout, qui était rentré, il a fallu qu'on aille louer un caterpillar, M. Eric Fopoussi, qui allant à l'heure, tout doucement, pour venir tirer et ressortir le reste de morts, peut-être des blessés, les survivants, parce qu'ont-ils dit qu'il n'y avait pas la possibilité de faire le sauvetage de nuit. Ils n'ont pas des équipements pour faire le sauvetage de nuit. Mais rendez-vous compte juste à quel degré on vous parle le mépris de la vie humaine au Cameroun. On n'a pas de moyens pour faire le sauvetage de nuit. Attendons le jour. Pendant ce temps, dans le trou, vous attendez, oui, sauvez-moi. On dit, attends le jour, supporte, attends le jour. Le temps qu'on trouve un caterpillar pour tirer. C'est ça la réalité. On dit ça la même quoi. C'est ça la réalité. C'est la réalité, Florence. Non, mais je vous dis que. Non, mais lorsqu'on évoque des sujets sur ce plateau, beaucoup nous font des procès. Alors, je vous dis que si vous tombez dans un puits au Cameroun de 20 mètres seulement. Voilà. On vous sauve comment? Merci, monsieur le président. On lance la corde dans le puits. On prend les cordes, la corde, on lance on lance la corde, tu attrapes la corde. Mais la corde est on achète. Qui attrape la corde? On achète, on attache. Oui, la preuve, nos enfants ont péri comme ça. Beaucoup de nos enfants ont péri comme ça. Voilà. Soit on envoie un grand dans le puits avec la corde. Le grand mot, il arrête l'enfant, il met ses pieds. On le dit un peu, il met les pieds. C'est vrai, ce qu'on achète dans nos sacs, on a souvent. Il met les pieds. Même si c'est rare, mais on a souvent. Il met les pieds, on tire, il repose les pieds. C'est comme ça qu'on fait. La bonne volonté des Si la corde se trouve, on attache encore. On réattache. Il retombe encore dans le puits. Non, il a bloqué sur les deux trucs. Il bloque comme ça. Retombe encore. Après, on attache. Vous savez que c'est humide. Vous savez qu'à une certaine distance, à partir de 20 mètres, il y a des gaz qui s'échappent. Comment vous parlez de quoi? Il y a des gaz qui s'échappent. Donc vous parlez de ce type de gaz et vous mourrez. Non. Moi, je dis simplement, quand on évoque, j'ai dit 20 mètres. Pas non plus de 5 mètres, 10 mètres là. Je parle de 20 mètres. 20 mètres, tout à fait. Pas de 10 mètres, pas les plus qu'on a ici. Qui alors tomber dans le puits de 20 mètres au Cameroun? Mais des gens... Regarde, tous les jours, les gens tombent dans les puits et meurent. Au Cameroun. Tous les 20 mètres. Oui, au Cameroun, bien sûr. Bon, moi aussi, il y en a qui tombent. Les gens qui tombent dans le puits de 10 mètres, de 5 mètres, on parvient à les sauver. On met la corde, on envoie la corde. Ok. Dimitri également a dit que Dieu, il n'y a que Dieu pour nous venir en aide. Alléluia. Dans le lac d'eau, Léonard également réagit ce matin. Il nous dit que vraiment à tous les moyens
ce sont les personnes qui sont justement chargées de faire ce travail, hein, qui ont le gros cœur. Chacun se sert de servir les populations. Donc, les mentalités ne changent pas. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation, dans le même état. C'est là Léonard qui réagit depuis la... Quel est le plan d'évacuation de la ville de Douala? Non, monsieur, il faut... Non, je vais revenir quand même sur cette affaire, parce qu'il y a des choses qui me heurtent. Qui me heurte beaucoup. Non, vraiment, quand on parle des sujets, évitons parfois de faire la mauvaise foi. On a vu dans ce pays des personnes aller aux toilettes, tomber. Elles sont tombées. Oui. Et ces personnes sont mortes parce que les secours ne sont pas arrivés. Non, mais quand on parle, évitons souvent de faire c'est mauvais, il faut le dire à ceux qui nous diraient c'est mauvais. Il est urgent de mettre en place une stratégie, un plan pour que si jamais des choses comme ça nous arrivent, qu'on sache au moins quel est le procédé. C'est tout. Alors, monsieur, il faut quel est le plan d'évacuation de la ville de Douala? Oui. Si on doit évacuer, le plan d'évacuation, c'est comment? Si ça vient par Bonabéry, on évacue comment? Oui. Par le pont. Si on dit qu'il y a un tsunami, on appelle les sapeurs. Si on nous dit qu'il y a un tsunami qui arrive, l'Atlantique, qu'il y a un tsunami qui arrive. Voilà. Comment on fait comment? Quel est le plan d'évacuation d'une ville comme Limbé, qui est pratiquement un peu en dessous de la mer? On fait comment? Curtis, Aristide Angot et Sian a réagi en vue de ces catastrophes usuelles. Que connaît le Cameroun étant un pays très pauvre et trop endetté, n'a pas accès aux moyens pour lutter contre de tels phénomènes. Par exemple, dans les accidents de route, les citoyens meurent. Gain de cause, pourquoi? Parce que justement, aucun service d'urgence ne peut intervenir à temps. Donc hélas, le pays est en dérive, manque de services rapides, nous dit-il ce matin. Et pendant ce temps, on achète un véhicule à 1,4 milliard. Les sous-préfets ont des véhicules chaque année. Les ministres ont 70 millions comme frais de poche pour organiser leur nomination. Non, attention. Arrêtons un peu dans ce pays. Monsieur Lefopoussi, aux États-Unis, ils ont mis sur pied pour combattre l'invasion des animaux, des criquets notamment, et des insectes ravageurs, une sorte de rideau de fer, monsieur Lefopoussi, pour préserver, c'est une subvention de l'État américain pour préserver l'ensemble des champs des grands planteurs. Chaque année, c'est les éléphants, si ce n'est pas les éléphants qui entrent dans les villages, c'est les criquets qui ravagent les productions des cultivateurs. C'est ceci. Quel est le plan d'urgence mis en place? Quand le chef de l'État devient chiche, monsieur, il faut pousser. Chaque année, donc du chef de l'État, la digue de Bagdad qui s'est éclatée, 1 milliard de francs CFA. Donc spécial du chef de l'État dans le compte spécial d'affectation pour les inondations qui ont frappé. Arrêtons avec ça. C'est de la mascarade politique, monsieur, il faut pousser. Il faut arrêter ça. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens travaillent dans ce pays. Ils ne travaillent pas. Compte sur ces 19 comités, monsieur le possible, 19 comités qui travaillent dans la prévention et la gestion des catastrophes dans un pays comme le Cameroun. Et on ne parvient pas à mettre sur pied un plan. Et vous avez dit qu'on a de la ressource humaine partout dans le monde. La diaspora. Quand vous écoutez des Camerounais qui viennent d'Allemagne, des États-Unis ou bien d'Angleterre, quand ils vous donnent leurs travaux sur comment on peut faire des choses dans ce pays, mais vous êtes surpris que nous avons des Camerounais comme ça et chaque année nous subissons le sort qui s'abat sur nous comme ça. En 2015, monsieur Lefopoussi, les oiseaux, je ne sais pas quel type d'oiseau avait empêché un avion d'atterrir parce qu'il frappait sur le hublot. Il y a des oiseaux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les oiseaux. C'est pas les oiseaux qui frappaient. On a dit on va remonter dans les ciels, on va remonter dans les ciels. Les passagers ont commencé à paniquer dedans. Mais comment les oiseaux là, c'était les oiseaux. Parfois même les avions arrivent, il y a des soucis avec le train. Pour sortir, on se rappelle, c'était le match, il y avait une coupe en Guinée, Gabon. Il y a un avion, dans le train d'atterrissage a eu des soucis. Ils ont dû tourner en l'air, tourner. Pendant ce temps, on dit battez-vous. Nous aussi, on n'a pas de station météorologique. On n'a pas de station météorologique pour prévoir aussi un certain nombre de choses. Merci. Un dernier message, Florazé, dans cette vague. Deuxième vague, oui. À Bengui, s'il y a cette réaction, peut-on au moins déjà insérer les gestes qui sauvent dans le programme scolaire? Ah bon? Non, il dit au moins, non, c'est aussi une... Pour moi, je trouve que c'est une bonne Voilà Alice Magadio qui veut former les gens.
dans la notion de comment gérer. On vient au sel. Donc c'est dans les cours là qui vont aller mettre à l'école. Ok, merci. On va donc avancer avec la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, il faut aussi deux informations. D'ailleurs, nous excuser. On est obligé de faire l'état des lieux. Hein. Déjà, d'abord à Babadjou. On va faire un tour au lycée de Babadjou avec ces images qui vont défiler, qui font le tour des réseaux sociaux. Je rappelle qu'à la veille de la 53e fête de la jeunesse aussi au Cameroun, voilà donc le triste scénario qui s'est encore déroulé de ce côté. Donc l'établissement, le dit établissement a été totalement incendié, les bureaux administratifs saccagés. Donc vous voyez vous-même en image beaucoup de pertes. Voilà encore des élèves en cours de deuxième trimestre qui vont vivre une situation vraiment très triste. Que va-t-on célébrer réellement pour cette 53e édition de la fête de la jeunesse? En tout cas, il s'agit encore d'une main terroriste, on va dire, par rapport justement aux différents actes qui sont toujours perpétrés dans les différentes zones crises anglophones, dans le nord et le sud-ouest. Alors, il se pourrait qu'on ait encore eu cette main plutôt, enfin, on va dire tragique qu'on attribuerait justement aux Ambazouniens. Et on en parle une fois de plus vraiment avec le cœur meurtri parce qu'on pense encore à la jeunesse de Babadjou qui ne pourra plus recommencer, en fait, prendre cours en bonne et due forme, justement, parce que tout a été incendié, justement, et c'est plutôt triste. Va-t-on sortir véritablement de cette crise, Eric Fopoussi? C'est la grosse question qu'on continue de se poser. En tout cas, on va dire que on va reparler de ce qui se passe aussi à Boya, dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Pour l'instant, on n'a pas encore les auteurs de l'incendie, mais des sources, mais également l'on l'attribuerait sur place là-bas aux Zamba Boys, aux sécessionnistes. Babadjou, c'est dans le Bamboutos, région de l'Ouest. C'est proche donc de la région du Nord-Ouest. Et il est important donc qu'on en parle ce matin pour vous dire que d'autres actions sont actuellement menées par les Ambazoniens. Évidemment, à Boya, où on a évoqué ici, il y a 48 heures, ce mot d'ordre lancé par les Amba Boys qui ont décrété 10 jours de ville morte de suite, donc jusqu'au 14 février. Mais on voit très bien qu'il y a un malaise, il y a un vrai malaise dans cette crise anglophone, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vais pas abonder avec vous dans le sens de la crise anglophone. Il y a des voix d'outre-tombe qui s'élèvent, monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire? Il y a des voix d'outre-tombe qui demandent et qui réclament l'apaisement d'abord de leurs âmes, parce que leurs âmes ne sont pas apaisées. Il y a des voix de l'outre-tombe qui sont très en colère. On abordait la question des zones à risque ici, monsieur Eric Fopoussi. Faites un tour sur l'axe Douala-Yaoundé, vous allez vous rendre compte que dans les endroits où il y a le plus en termes de recrudescence de certaines actions, comme les accidents et tout et consorts, vous allez vous rendre compte que c'est à quelques kilomètres seulement du lieu où on a enterré certains nationaux, on a enterré certaines personnes. Cette colère, elle tient. Rendez-vous compte que par rapport à le truc des écarts, faites encore le parallèle, vous allez calculer, vous allez vous rendre compte que c'est là. Et Babadjou, justement, fait partie, monsieur Eric Fopoussi, Babadjou et le lycée de Bouddha fait partie de ces zones où des actes ont été posés. Donc, monsieur Eric Fopoussi, nous le disons ainsi tous les jours sur le plateau qu'il est temps de faire les funérailles. Le dialogue n'est pas Baboka a ouvert l'émission aujourd'hui en parlant de ce décret de 1957 en stipulant qu'il faudrait qu'une assemblée constitutive soit formée par des Camerounais, une assemblée constituante pour moi, pour débattre de la question des Camerounais. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, parce que sur ce lieu où a été élevé le lycée de Babadjou, beaucoup de choses se sont passées à ce niveau. Je vous ai dit, je m'éloigne des actions, mais pour vous dire que regardez tout ce qui est en train de se passer, ça a des lieux précis. Interrogez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites à ces différents lieux et il est temps qu'on s'asseye. On parle de dialogue, monsieur Eric Fopoussi. Je vous le dis, ce dialogue doit être sincère, doit être franc. La preuve, quel est le lieu qui a été choisi par Moumouna Foutou pour lancer la célébration de la fête de la jeunesse? Je pense bien que c'est dans la zone de Bamboutos. Il a choisi la zone de Bamboutos où on a déplacé les élèves du nord-ouest et du sud-ouest qui sont partis là-bas pour le lancement. Donc je crois qu'est-ce que ce n'était pas quelque part là une provocation? Avait-il mesuré? Il y a autant de choses, mais pour moi je vous dis, il y a des voix qui s'élèvent,
Il est temps de les écouter. Vous avez les bombes qui parlent avec ces gens. Ils vous diront qu'il faut apaiser. Et après apaisement, il faut dialoguer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas non plus exclure la piste des Amba Boys qui ont dans leur mot d'ordre dit qu'il n'y aura pas de fête de la jeunesse dans ces deux régions en crise au Cameroun. Alors, bon, Bengan, quelle est votre appréciation? Je pose tout à fait ce que Charles Hamel vient de développer, mais parce que ça ne contredit pas ce que vous dites. Le 11 février représente une date dans l'histoire de la réunification du Cameroun. Et nous nous approchons vers le 11 février qui a été transformé en fête de la jeunesse alors que c'était un jour de deuil national. Une partie de nos territoires allait par des tripatouillages de ce que vous appelez la communauté internationale. On nous dépossédait d'une partie de notre territoire pour aller ailleurs. Et les Ambabos en profitent donc non être pour s'aimer parce qu'effectivement ils ont considéré, je ne cause pas avec eux, mais ils auraient considéré le lancement des activités de cette fête comme une provocation. Et comme ils avaient donc l'ambition de déporter les revendications vers le côté anglophone, ils ont trouvé là une opportunité pour faire parler d'eux, malheureusement. Et là, est-ce que les actes de naissance des enfants n'ont pas été détruits par les flammes? C'est ça, parce que nous, on a ceux qui sont en plein examen. Est-ce que, voilà, comme c'était un centre de baccalauréat et de DCI, vous pouvez imaginer ce qui pourrait être... C'est vraiment désagréable. Alors, mais sur la fête de la jeunesse, revenons-en. Est-ce que... quel symbole? Parce qu'au final, hein, c'est la fête de la jeunesse. C'est une fête qui, au Cameroun, désormais, a une certaine résonance. Est-ce que ce type d'action-là, justement, peuvent nous amener à faire en sorte que le gouvernement va au dialogue? Non, mais parce que le gouvernement est fermé au dialogue depuis longtemps. S'il était ouvert au dialogue, on n'en serait pas là. Parce que tout le monde le sait, le président de la République en premier. Il sait que lorsque ce référendum a été organisé, Aïdjo lui-même avait considéré ce jour comme un jour de deuil national. Donc, transformer, même lorsqu'Aïdjo transforme ça en fête de la jeunesse pour qu'il y ait la joie, sans avoir fait les funérailles, ça ne passe pas. On ne peut pas tromper la nature, ça ne passe pas. Je ne peux pas venir décimer toute votre famille et en plus vous déposséder de votre terre et vous dire qu'à partir de maintenant, cette partie de terre ne vous appartient plus. Je tue certains de vos membres et on vous dit, oui, mais rappelle-toi le jour où on t'avait fait ceci, transforme cette journée en joie. Ça ne passe pas. De toutes les manières, la nature va nous rattraper. En tout cas, la nature est en train de nous rattraper avec cela. Oui, Tendance. Donc, quand vous détruisez là, ça vous plaît? Oh, vraiment, mon beau pays. Oh, regardez Bouddha. Qu'est-ce que les enfants là vont dire? Pour finir, on connaît un peu comment on fonctionne dans le pays, c'est un moment. C'est ça. Pour finir, on ne connaît plus. Disons. Donc, voilà comment les enfants vont... risque de ne pas composer. Ça me fait mal au cœur. Sans compter les dossiers des enfants, sans compter les bulletins des enfants. Je veux citer quoi? Laisser où? Et depuis le début de la crise, je vais commencer par une quinzaine d'établissements ont été incendiés. Laisser où? Donc ça vous plaît quand vous brûlez comme ça? C'est avec ça qu'on va arranger les problèmes. Oui, aujourd'hui on va demander au père de descendre sur le terrain. Avec même ce comportement-là, c'est décourageant. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, Seigneur, notre beau pays? Moi, on a détruit. Détruire, c'est facile, hein? C'est bien facile, mais reconstruire. Le sac du prix de ciment. Vous connaissez combien va un sac de ciment? Oui. Surtout pas 16 500. Combien, Florent? 16 500. Non, c'est 4 500. Vous connaissez combien on va un sac de ciment? Qui va encore reconstruire? Et on va prendre l'argent où? Pensez à vos enfants. Et même la crainte de Dieu quand vous faites des choses comme ça, Seigneur. Ces innocents-là, les enfants qui veulent aller à l'école, leur avenir en dépend. Voilà mon français qui finit. Quand vous mettez le feu comme ça, vous pensez aux enfants qui se lèvent le matin pour dire « Papa, maman, je pars à l'école. » Non, on ne va pas passer le temps à s'entretuer, À cause de vous, j'ai tout. Même ma beauté est finie. Oh, je suis plus belle comme avant.
Charles. Monsieur Lifopoussi, je vais juste vous faire... rappelez-vous de cette anecdote que Bob nous avait racontée concernant Albert Roger Mila et le ballon qu'il avait frappé sur une femme et la femme lui a dit c'est ce que tu feras toute ta vie. Rappelez-vous des textes bibliques dans lesquels les gens étaient pris de pitié pour les malheureux, les mendiants, les gens atteints de lèpre et tout ça. Et rappelez-vous la phrase qu'avait dit le grand maître Jésus-Christ, il avait lancé, M. Lifopoussi, que ils payent les fautes de leurs parents. Ils payent les fautes de leurs parents. C'est une malédiction. Je peux me tromper, permettez-moi, je suis pas un érudit en théologie, je peux me tromper. Monsieur Lifopoussi, chez nous, nous avons des enfants. Vous avez un enfant qui vole. À un moment donné, les parents se demandent pourquoi est-ce que cet enfant vole. On amène l'enfant quelque part, comme on dit chez nous, et chez un grand prêtre, et le grand prêtre de dire, sa maman avait pris une chose chez elle qu'elle n'avait pas remis, la personne s'est fâchée, il faut rembourser pour que cet enfant arrête. Donc c'est pour dire, et là je rejoins encore ce que Bob a dit, vous savez, beaucoup de gens sont partis de cette vie, de cette terre avec des colères. Et je vous prends cette zone, allez encore fouiller, vous allez vous rendre compte que toute cette zone, il y a de la colère, monsieur Lifopoussi. Quelqu'un qui décède avec la colère, on dit avec le ventre gonflé. Oui, absolument. Barachi, Barbouda, il y a plein de zones de Bacha. Les gens sont décédés avec la colère. Monsieur Lifopoussi, ne voyez pas simplement les actes que les gens posent. Il y a autre chose qui peut se cacher, qui peut impulser cela, monsieur Lifopoussi. Donc je dis, il est temps, et Bob a insisté dessus, qu'on pense à faire les funérailles de tous ceux qui sont partis. Des rites, oui. Est-ce qu'on a fait même des funérailles? Est-ce qu'on a lamenté tous ces héros qui sont morts? Il faut faire les funérailles. Donc on va attendre les enquêtes et voir qui sont les auteurs de ça. Oui, mais pour ça, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais il y a le rituel d'apaisement. Il y a le rituel d'apaisement en attendant justement. Non, mais Charles. Monsieur Lifopoussi. Non, mais c'est un peu gros quand même. Monsieur Lifopoussi, chez moi, lorsque vous avez des accidents, des choses négatives qui vous arrivent et qu'on vous dit que vous devez aller désherber. Attendez, permettez-moi, monsieur Lifopoussi, de votre père. Vous pouvez arriver dans un carrefour, vous déposez l'ordre de la paix, vous dites je suis en route, je viens, je n'ai pas encore des moyens. Ça pèse. Il y a des rituels d'apaisement, monsieur Lifopoussi. Je crois qu'il faudrait, s'ils ne sont pas encore prêts, qu'on procède au rituel d'apaisement. Sauf que vous savez que si la thèse des Amboy se confirme, ça c'est la crise anglophone. Là, maintenant, il faut... Et puis l'apaisement, vous l'avez dit. Non, on a organisé des cultes écuméniques pour l'apaisement, ça n'a pas donné. Pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas avoir notre formule? Voilà. Pour la crise anglophone? Oui. On n'a pas organisé les messes ici. On a organisé les messes pour la crise anglophone. Douala, Yaoundé, partout. Mais alors, donc faites pas le buzz, s'il vous plaît. Vous allez voir un bonhomme va écrire sur Facebook que le Zénith a dit que pour quand on dit chef traditionnel, de quelle tradition il s'agit? Attendez, quand on parle de chefferie traditionnelle, de quelle tradition il s'agit? Bon, je veux juste dire que ce que je non, nous condamnons ce qui vient de se passer. Les enquêtes peuvent aboutir et nous disons, sans le justifier, nous disons que les gars ont décidé de déporter la guerre. Là, et on le condamne, on condamne tout acte de barbarie qui se pose. Absolument. Et en plus, là, les enfants risquent de ne pas avoir d'avenir. C'est condamnable sur tout point de vue. Mais maintenant, vous avez dit qu'il faut aller à l'apaisement. Mais vous pensez qu'il n'existe pas de prêtres africains camerounais qui puissent parler avec les ancêtres et puissent adoucir le cœur de ceux qui font ce genre de choses? D'accord. Il faut une volonté politique pour accompagner ça. Mais attendez, nous avons mis en place un chef d'État, oui. En 2017, monsieur Lifopoussi. En 2017, non, l'histoire fait des dates. En 2017, nous avons eu un policier qui avait été assassiné, son arme avait été volée. Ici, dans le sud-ouest du nord-ouest. Les chefs sont sortis, ils ont fait des rituels en disant l'arme ne sort pas, monsieur Lifopoussi, le même jour. L'arme est sortie. Donc quand on vous dit aller vers l'apaisement, bon, ça c'est pas la blague. Il faut à un moment donné, on a prié, faire des neuvaines, des jeûnes. Il faut passer à autre chose. Il faut l'apaisement, monsieur Lifopoussi. Là, parfois, vous posez certains actes, on vous dit que votre père est en colère, vous-même vous vous souvenez que ça fait plus de 8 mois, vous n'avez pas honoré votre père. Honorez vos parents, et il est question d'honorer ce qui avait été dit en 1957. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la crise anglophone, bon, je suis un peu dubitatif. Bon, voilà, je suis désolé. Je suis désolé. Tout à l'heure, vous avez parlé du dialogue. Oui, tout à fait, bien sûr. Le dialogue, on passe par quoi? Écoutez. Pour que deux personnes qui ne s'entendent pas puissent causer, il faut d'abord quoi, l'apaisement? Ok. Les deux parties.
D'accord. Alors, on prend l'autre sujet, je vous en prie. Oui, la dernière information, hein, on va rester pratiquement dans le même cadre. Vous avez parlé de chefs traditionnels déjà dans la Damawa et précisément dans les villages Bourdé et Mayo-Pouti. On a eu deux chefs traditionnels de ces deux villages respectifs, donc arrêtés, enlevés. Merci Mbombok. Donc kidnappés déjà depuis quelques jours. Ça, c'était avant même l'arrivée du ministre de l'administration territoriale dans la région, Paul Atangadi, qui lui-même a essayé de rassurer les éleveurs, bref, les populations. Donc, il a mis en garde ces différents ravisseurs et a dit être venu aussi pour mettre en œuvre les instructions du chef de l'État sur justement le renforcement de la sécurité dans la région de la Damawa. Donc on revient sur les chiffres pour dire quand même depuis 2018 déjà près de 5 personnes ont été enlevées dans cette partie du pays, ce qui donc maintient les populations dans la psychose. 800 millions même de francs CFA de rançon payés entre 2015 et 2018. On rappelle quand même que ces personnes, ces ravisseurs sont armés. Ils arrivent très bien armés, ils détruisent tout, ils enlèvent et ils égorgent le bétail, les enlèvent également. Donc le gouvernement jusqu'ici, on rappelle quand même ce que certains estiment sur la toile, a négligé cette situation qui date déjà de plusieurs temps dans la région de la Damawa et aujourd'hui décide donc de prendre le pouls de cette tension. Et puis le ministre a même reconnu qu'il pourrait avoir quelques complicités au sein même de la communauté, dit-il. En tout cas, la situation est là et il faut pousser, les populations se plaignent déjà depuis plusieurs temps. La région Château d'eau du Cameroun qui se transforme en région Château de rançon. On se rend bien compte que cette situation n'a que trop duré puisque nous savions jusqu'ici que les pôles d'insécurité au Cameroun se retrouvaient à l'extrême nord, dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest et ensuite à l'est du Cameroun. Mais là, la Damawa est en train de, depuis quelques mois déjà, de faire un record et ce qui est quand même regrettable, c'est que la réponse qu'on est en droit d'attendre n'est pas suffisamment au Bengale. Oui, absolument. Oui. Et je pense que la cartographie réelle et les pistes de solutions ont été données par un ancien haut cadre de la gendarmerie, le colonel Bobo Ousmane, qui a déploré les réunions de comité de coordination de maintien de l'ordre. Et les réunions s'est posé la question de savoir si les défenses opératoires du territoire s'opéraient encore. Et il a estimé qu'il y avait un relâchement au sein de ces deux structures-là. Donc, en fait, il est là. Apparemment, lorsqu'un colonel est à la retraite, il est astreint à l'obligation de réserve, mais lui, il était obligé de faire une tribune publique. Ça veut dire quoi? Peut-on traduire qu'il n'est pas consulté? Que quand un colonel, surtout lui, de la gendarmerie, qui a d'ailleurs été le commandant opérationnel ici lors du commandement opérationnel. Je ne comprends pas. Donc, qu'il s'agisse, qu'il fasse des propositions comme ça et qu'il ne soit pas écouté, vous allez me dire quoi? De deux, le ministre de l'administration territoriale conserve toujours son poste de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Donc, les états-majors de la sécurité du Cameroun, c'est encore lui qui coordonne les activités. Est-ce que là, puisqu'en fait, ça a commencé avant son arrivée à ce ministère, tout à fait, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Et vous l'avez dit, la Damawa, c'est un carrefour entre les régions du centre, la région de l'Est, la région du Nord et le Nord-Ouest. Donc c'est un carrefour avec la frontière, avec le Nigeria, avec tout. C'est dangereux à ce moment-là. C'est vraiment crucial. D'accord. Chalamel, sur cette question, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les populations sur place se rendent compte qu'elles sont abandonnées. Ça, on peut faire tous les débats sécuritaires qu'on veut, mais le résultat est que les populations de là-bas se rendent compte, se sentent abandonnées, délaissées et sont impuissantes face à ce déferlement insécuritaire, d'insécurité. Monsieur, il faut aussi, quand on a fini d'interroger les vivants, on finit par interroger les morts. Vous n'allez pas encore nous remettre encore ça sur nous. Monsieur, c'est du temps pour vous dire que qu'est-ce que ces différentes zones, il est temps qu'on pose la question, qu'est-ce que ces zones ont à offrir? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de ces différentes zones? Arrêtons à un moment donné de dire oui, c'est l'insécurité, c'est l'insécurité. Mais pourquoi est-ce qu'on va à tout prix que les gens partent de là?
Pourquoi on va à tout prix que les gens partent de là en créant le terrorisme, en venant abattre? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ces zones qu'on ne veut pas rendre compte? J'avoue que votre lecture est très profonde. Oui, monsieur il faut aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces zones? Alors, laissons l'affaire du sécuritaire, laissons les agressions. Mais pourquoi veut-on absolument, lorsque vous prenez la carte, parce que j'ai pris la carte, monsieur le Foucault, vous vous rendez compte que c'est des actions bien précises, et lorsque vous voyez un tracé bien délimité, qu'est-ce qu'il y a dans ces zones? Laissons un temps soit peu, mais allons chercher ce qu'il y a, qu'est-ce que le sous-sol a à offrir, et qui recherche ça, monsieur le Foucault, qui alimente ces différentes guerres? Arrêtons d'être passifs. À un moment donné, de dire, nous subissons, oh, ils sont entrés, oh, qu'est-ce que le sol a sauf qu'il y a des prises d'otages, il y a des... On l'a vu en Centrafrique, monsieur le ministre. On a vu en Centrafrique, on a vu au Congo, on a vu dans certaines actions et après on a appris... Non, Charles Hamel veut dire que les prises d'otages, tout ce qu'on veut, a un objectif. Est-ce que l'objectif ne serait pas le contrôle de ce qu'il y a sous ce sol? On déplore, il déplore tout ce qui se passe. Contrôle par qui? Parce que c'est les bandits. Justement, non, mais je veux dire, pour le moment, on dit bandits. Ça peut commencer par des bandits, bandes armées. Mais vous pensez qu'on va enlever le chef juste pour prendre la rançon? Voilà. En rançon, acheter les armes, oui, pour faire quoi? Pour alimenter les coupeurs de route? Voilà, c'est pour faire quoi, ces hommes? Donc, en fait, c'est ça, c'est là où il faut... C'est le pétrole, il faut qu'on sache. C'est le bauxite, il faut qu'on sache il y a quoi là-bas. Et c'est là où on doit appeler les parlementaires. Maintenant, c'est là qu'ils doivent entrer pour dire, bon, ok, on arrive, qu'est-ce qu'il y a même dans ce sous-sol? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Qu'on recherche, quelle est la prolongation? Parce que lorsqu'on essaie de voir, on voit le Nigeria, on voit le Tchad, on voit, il y a des pays qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a là à offrir? Qu'on ignore. Monsieur, il faut pousser. Le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche. Le Cameroun a tout, mais on souffre. Pourquoi toutes ces attaques? Autant mieux sécuriser les populations. D'accord, très bien. De toutes les façons, nous sommes très solidaires ce matin de ces populations de la région de la Bambara qui nous écrivent, tous les jours pour nous dire leur ras-le-bol. Alors, madame, monsieur, on va arrêter là pour la revue des réseaux sociaux de ce matin. La suite avec Constilamine, bien en place avec nous ce matin pour nous parler de Red Copper, de cette poêle, évidemment les gants, super gants ce matin sur sur Equinox Télévision, le Zénith. Et Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salakaï. Merci à ceux-là même qui ont déjà pris l'habitude de commander leur poêle Red Copper. Ah ben oui, hein, cette poêle est une poêle pas comme les autres. C'est une poêle qui vous permet de réaliser des fritures dans de très bonnes conditions. C'est une poêle qui ne colle pas. C'est une poêle qui est solide. C'est une poêle qui est durable. Elle est bien sûr arrosée de plusieurs années de garantie. Ça veut dire quoi? Vous pouvez l'acheter aujourd'hui, votre enfant pourra l'utiliser demain, votre petit enfant pourra l'utiliser après-demain, votre arrière-petit-enfant pourra l'utiliser pendant, c'est-à-dire après plusieurs années, parce qu'elle est une poêle d'origine, elle est une poêle de qualité supérieure. Vous la retrouverez à 14 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est une poêle neuve, je rappelle qu'elle ne colle pas et on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour réaliser les fritures. Vous l'avez donc à 14 000 au magasin 1001 tapis. Voilà donc comment elle se présente, comme à l'écran. Vous l'avez donc à 14 000 francs au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également ces éléments de cuisine que voici. Ce sont des gants de cuisine. Ces super gants, ah ben oui, rien que le nom, rien que l'appellation donne déjà l'envie de les utiliser à la cuisine. Ce sont des gants qui nous permettent d'ouvrir nos marmites en pleine cuisson. Ce sont des gants qui nous permettent de retirer les aliments en pleine cuisson. Ce sont des gants qui nous permettent c'est-à-dire de retourner le poulet ou alors le maïs quand il est en pleine braise. Vous l'avez donc à 5 000 du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux des téléspectateurs qui ont besoin des deux articles, notamment la poêle et les gants, vous débourserez la somme de 16 500 francs. Je dis bien 16 500 pour l'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire de gants, super gants, du côté du magasin 1001 tapis. On va tout de suite prendre interpellation pour ce matin, madame, monsieur. On va regarder le document réalisé par Cédric Chouna et on revient après pour les commentaires en plateau. À tout de suite. Bon, les idées nouvelles, moi je me penche un peu dans
le secteur de la télécommunication avec l'arrivée de la fibre optique. J'aimerais que les gens se penchent plus dans les trucs en ligne, les boutiques en ligne, et développer les start-up pour que la jeunesse se pense un peu dans cette activité. Pour que je pense qu'avec ça, nous pouvons un peu booster notre économie et sortir un peu de l'inertie que nous avons d'habitude. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour évoquer donc l'interpellation de notre compatriote ce matin à l'antenne. Alors, Moro Bengan, lorsqu'il parle des startups de télécommunications, de ce qu'il faut faire justement pour aussi développer ce pays, ça vous inspire quoi comme commentaire? Ça m'inspire que l'État a opté pour les mesurettes. Parce que chacun parle de start-up. Oui, start-up, vous avez le courant électrique. Il faudra bien charger les trucs, vos portables, vos laptops, un certain nombre de choses. Vous n'avez pas de courant électrique. Donc, c'est des mesurettes comme ça qui vont nous amener à penser qu'il n'y aura pas d'industrialisation dans ce pays. Donc, je pense que c'est un échec. On va là vers un échec. Mais comme on a constaté que les Camerounais ou alors les jeunes Camerounais avaient des têtes qui fonctionnaient à la machine et on veut faire croire qu'on ne les abandonne pas. Mais je leur dirais simplement donc que... vous ne croyez pas du tout je n'y crois pas. Au discours sur l'économie numérique? Je n'y crois pas. L'orientation principale est d'abord de donner un statut à Camtel. Camtel est-elle concurrente ou fournisseur de ses concurrents, des autres? Oui. Donc, il faudrait, donc, on parle de Orange, MC, Nextel. Oui, Nextel. Oui. Donc, il faut qu'on donne un statut réel à Camtel, qu'on dise que c'est un fournisseur et à ce moment-là, on limite son champ d'action au niveau de la concurrence avec les autres. Et là, quand elle fournit, j'allais dire, cette fibre optique et toutes les nécessités, ça permet donc à ceux qui sont privés de se déployer véritablement. Mais est-ce que l'administration publique a des fax? Vous pensez qu'il existe des fax? Ça n'existe plus. Voilà, il n'y a plus de fax. Est-ce que les lignes fixes même existent encore? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, on est en train de faire un mélange là, une politique d'hésitation qui ne nous amènera nulle part. Mais heureusement que les Camerounais ont appris à vivre sans le gouvernement, donc sans l'assistance de l'État. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'autres pays ont suivi la voie du numérique, des télécommunications, et ces pays-là se portent bien. La Tunisie, le Rwanda peuvent nous donner des leçons en la matière et nous ferions mieux de copier ces modèles-là pour davantage ramener des devises dans le pays. Alors, Florasie, on va lire encore quelques messages qui sont envoyés par nos téléspectateurs et téléspectatrices ce matin. Alors, Monsieur Ekoka a réagi. Il pense qu'au Cameroun, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'émanation des frustrations que subissent les Camerounais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est des frustrations. Autre réaction ce matin. Alors, vous avez raison, le lycée bilingue de Zavion Babadjou est construit sur une zone où beaucoup de sang a été versé pendant la guerre d'indépendance. Voilà. Donc, Chalamel, voilà un message qui vient... C'est vrai que tout à l'heure, j'étais un tout petit peu dubitatif. Le dubitatif à votre... Ramos, d'ailleurs, j'allais dire, subit la déportation. Oui, il faut savoir, ça l'a subi la déportation. Et... j'allais dire la zone de Babadjou, c'est une zone qu'on pourrait considérer les habitants comme étant des nationalistes. Donc, on parle même de plus en plus des charniers dans ces zones. Avec l'ouverture avec l'ouverture des dossiers considérés top secrets, peut-être qu'on pourrait aboutir à... même aussi, il y en a. Non, mais sauf que quand vous faites les chiffres que vous évoquez quand même, donnent froid au dos. Quand on parle de 350 corps... C'est petit, c'est dans les 3500. Monsieur, un charnier, le charnier commence avec combien? 50 corps?
On vous dit que les corps dans toute la zone, ça remontait par Bacha, ça remontait par Balachik, ça remontait par Bouddha, toute la zone de Bouddha, ça remontait par Bamendida, ça remontait, monsieur Eric Fopousi, il fallait. Même dans le nez, 3500 environ enfouis sur ce dossier-là. Mais monsieur Eric Fopousi, il a fallu l'écroulement d'un pan de bâtiment pour qu'on le découvre, monsieur Eric Fopousi. Maître Jacques Vergès a été formel. On a utilisé le napalm en pays bamileke. Le napalm ne tue pas 2 personnes. Voilà. Merci. Vous ne pouvez pas utiliser le napalm et estimer qu'il n'y a eu que 2 morts. Donc quand même, il faut qu'on soit sérieux. Il y a une guerre contre les populations camerounaises. C'est une partie sombre de l'histoire de la France chez nous qu'on va mener. Il faudrait, et justement pour